Radio France Internationale, il est 18h à Paris, l'heure des JO approche. Je journal en français facile. Juliette Pietraszewski. À Paris, c'est le grand jour. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est ce soir. Sur la scène, des athlètes venus des 4 coins du monde sont attendus. Ce sera à suivre en édition spéciale à partir de 19h sur RFI. En parallèle, des trains annulés ou retardés, la SNCF dénonce une attaque massive d'ampleur pour paralyser son réseau. 800 000 voyageurs devraient être concernés. La sphère politique réagit, vous l'entendrez. Et dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, Barack Obama annonce son soutien à la vice-présidente Kamala Harris. Un soutien en vue de la présidentielle. Kamala Harris a par ailleurs pris la parole au sujet de Gaza après la visite du Premier ministre israélien à la Maison-Blanche. On y revient tout à l'heure. Ça y est, on y est, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, c'est dans moins d'une heure et demie. Les nuages sont au rendez-vous ici, parfois accompagnés de quelques gouttes de pluie, mais elles n'arrêteront pas les athlètes et tous les spectateurs de cette soirée qui s'annonce historique. 3000 artistes, un défilé et surtout la flamme olympique, la vraie star de cet événement. Le chanteur américain Pharrell Williams l'a notamment porté. On va retrouver Baptiste Coulon, notre reporter en direct du pont de Bercy. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Juliette, bonsoir à tous. Alors vous vous trouvez devant le bateau de la délégation française, délégation qui n'est pas encore arrivée. En effet, la délégation française doit arriver dans 2 heures environ. Une délégation qui va arriver en bus depuis le village olympique au nord de Paris. Au total, 360 athlètes sont attendus. Ils vont tous monter à bord d'un des 85 bateaux de cette cérémonie d'ouverture. Un bateau qui est juste en face de nous, un bateau blanc avec 2 cheminées rouges. Il ressemble à un petit paquebot, mais c'est le plus gros bateau de cette cérémonie d'ouverture. Son départ est prévu vers 21h. Il rejoindra en 40 minutes environ la Tour Eiffel en passant à travers la cérémonie d'ouverture et les 12 tableaux artistiques de cette cérémonie d'ouverture. À l'avant de ce bateau, on pourra voir les 2 porte-drapeaux de la France, Mélina Robert-Michon, spécialisée en lancer de disques, et le nageur Florent Manodou. Et c'est la tradition, le pays qui organise les JO est toujours celui qui défile en dernier. Alors la France fermera la marche de cette cérémonie d'ouverture. Merci beaucoup Baptiste Coulon en direct du pont de Bercy à Paris. Cette journée d'ouverture des Jeux Olympiques a débuté avec de grandes perturbations sur le réseau des trains de la SNCF. L'entreprise annonçait en cette fin d'après-midi la reprise du trafic TGV sur l'axe atlantique à l'ouest de la France. Mais 2 tiers des trains ne circulent toujours pas. Dans la nuit, une attaque massive d'ampleur pour paralyser le réseau TGV a eu lieu. La circulation des trains sur les axes nord et est reste aussi fortement perturbée pour tout le week-end. Près de 800 000 voyageurs devraient être concernés. Tous les éléments montrent bien que c'est volontaire, a affirmé le ministre français délégué au transport. Il a par ailleurs dénoncé un acte criminel scandaleux. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, c'est donc un faux départ pour les trains. Raphaël Delvolvé, bonjour. Bonjour. Une enquête vient à peine de commencer, mais déjà les représentants politiques réagissent. Oui, à commencer par le toujours Premier ministre, même démissionnaire, Gabriel Attal s'est rendu à la mi-journée au ministère des Transports où une cellule de crise a été ouverte. Il y a lancé un appel à la prudence quant à l'identité des auteurs des différents incendies. Une précaution que ne prennent pas forcément plusieurs responsables d'extrême droite, notamment comme Marine Le Pen et Jordan Bardella. Tous 2 font référence dans leurs tweets respectifs à l'ultra-gauche et leurs méthodes. Un député du camp présidentiel, Stéphane Vogetta, lui pointe les insoumis, rappelant que dans leur rang, des appels à bloquer les Jeux Olympiques ont été relayés ces derniers mois. Chez la France Insoumise, aucun ténor n'a d'ailleurs réagi aujourd'hui. Un proche de Jean-Luc Mélenchon, le député Antoine Léaumont, a toutefois adressé une lettre au ministre de l'Intérieur à qui il demande des explications et des mesures d'urgence. À gauche toujours, condamnation du patron des socialistes, Olivier Faure. Message rassurant de la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, qui assure qu'il n'y aura pas de conséquences sur la cérémonie d'ouverture. Un silence qui peut en revanche surprendre, celui de la candidate du Nouveau Front Populaire pour Matignon, Lucie Castet, pourtant présentée comme la championne des services publics, n'a
pas communiqué sur les incidents. Merci Raphaël Delvolvé, journaliste au service politique de RFI. Direction les États-Unis, Barack Obama annonce soutenir Kamala Harris comme candidate à l'élection présidentielle. Dans une vidéo diffusée largement sur les réseaux, on peut voir la vice-présidente décrocher son téléphone pour répondre à l'ancien chef d'État. On entend Barack et Michelle Obama lui faire part de leur soutien, un coup de communication certain pour le camp démocrate. Par ailleurs, Kamala Harris est quasi certaine d'être choisie comme la candidate démocrate face à Donald Trump pour la prochaine élection. L'investiture, c'est-à-dire sa désignation officielle par son parti politique, est prévue en août prochain. Et alors que le Premier ministre israélien était à Washington hier pour rencontrer la vice-présidente et le président Joe Biden, Kamala Harris ouvre la voie à un possible changement politique américain à l'égard de Gaza. La candidate a promis de ne pas rester silencieuse face aux souffrances des civils. La vice-présidente a appelé Benyamin Netanyahou à mettre un terme à sa guerre à Gaza. On y revient avec Vincent Souriau. À l'issue de son entretien avec le Premier ministre israélien, Kamala Harris se présente seule devant la presse et appelle d'un ton ferme Benyamin Netanyahou à finaliser au plus vite les conditions d'un cessez-le-feu à Gaza. Il est temps que cette guerre s'arrête, de manière à ce qu'Israël soit en sécurité et que tous les otages soient libérés, que la souffrance des Palestiniens prenne fin et que le peuple palestinien puisse exercer ses droits à la liberté, à la dignité et à l'autodétermination. Et comme je l'ai dit au Premier ministre Netanyahou, il est temps de conclure cet accord. Prise de position inhabituelle pour la vice-présidente qui empiète sur les prérogatives de Joe Biden, la politique étrangère, et qui fait entendre sa différence sur le conflit au Proche-Orient. Je demande à mes compatriotes d'encourager les efforts pour reconnaître la complexité, la nuance et l'histoire de cette région. Tous, dénonçons le terrorisme et la violence. Faisons tout ce que nous pouvons pour empêcher la souffrance des civils innocents. Et condamnons l'antisémitisme, l'islamophobie et toute forme de haine. Dans les médias et sur les campus, la guerre à Gaza a divisé la société américaine. Kamala Harris se présente en rassembleuse et tend la main aux électeurs démocrates déçus par le positionnement pro-israélien du président Biden. Les précisions de Vincent Souriau. On reste en Amérique. Le puissant cartel, c'est-à-dire le réseau criminel de drogue mexicain Sinaloa, fait encore parler de lui. 2 de ses chefs ont été capturés hier jeudi au Texas. Il s'agit d'Ismael Zambada Garcia, aussi appelé El Mayo, cofondateur du réseau, mais aussi du fils du célèbre baron de la drogue El Chapo, Joaquim Guzman Lopez. Ce sont 2 trafiquants très recherchés aux États-Unis. Les autorités américaines se félicitent de ce coup porté au cœur du réseau. On y revient avec Harim Lipold. C'était une opération d'exfiltration bien préparée et rendue possible uniquement grâce au fils d'El Chapo qui a décidé de coopérer avec les autorités. En fait, d'après plusieurs médias, Joaquín Guzmán López avait convaincu Ismael Zambada, avec lequel il entretenait une relation presque paternelle, de monter à bord d'un avion privé. Il avait prétendu qu'il se rendait dans le sud du Mexique, mais en vérité, l'avion a atterri au Texas. Les 2 dirigeants du cartel de Sinaloa ont été immédiatement cueillis sur le tarmac. Ils sont recherchés pour leur rôle présumé dans la fabrication et le trafic de fentanyl. C'est un puissant opiacé de synthèse qui fait des dizaines de milliers de morts par an aux États-Unis. Les autorités américaines se félicitent d'avoir frappé, je cite, le cœur du cartel. C'est un succès indéniable pour l'administration Biden, accusée par les républicains de ne pas faire assez pour lutter contre le trafic de fentanyl. Un trafic qui, en réalité, ne devrait pas vraiment être impacté par l'arrestation de ces 2 barons de la drogue. Ceux qui approvisionnent les cartels avec cet opiacé sont de petits producteurs indépendants et très nombreux. Harim Lipold. Le G20, le groupe des 20 nations les plus puissantes en ce moment même à Rio. Au centre de la table, un gros dossier et pas des moindres, celui sur la fiscalité, c'est-à-dire l'imposition des milliardaires. Avec cette question centrale, que faire face à des super riches de plus en plus riches et qui échappent largement à l'impôt? Les ministres des Finances du G20 doivent chercher une position commune sur le sujet. Et c'est la fin de ce journal en français facile. Merci beaucoup de l'avoir suivi.